Bonjour mes élèves de 4e, nous nous retrouvons aujourd'hui pour poursuivre notre thème numéro 2 avec le parcours 3. Nous allons parler aujourd'hui de diversité. Pour cela, on va encore utiliser le magnifique site de Madame Dussert. Donc je me dirige sur madamedussert.fr. Lorsque je suis sur l'accueil, je vais dans cours 4e, thème 2. Ensuite, je vais pouvoir aller au niveau du parcours 3. Le voilà. Donc ce parcours, il s'intitule Diversité. Nous allons étudier comment ça se fait que nous sommes finalement tous uniques, tous différents, que l'ensemble des caractères que nous possédons diffère de l'ensemble des caractères que possède un camarade, par exemple. L'ensemble de nos caractères, c'est ce que nous appelons notre phénotype. Le chapitre s'intitule donc Phénotype, diversité et origine. C'est-à-dire comment l'ensemble de nos caractères est différent et d'où provient cette différence. Donc, nous notons le chapitre à droite sur une nouvelle double page, chapitre Phénotype, diversité et origine. Ensuite, en dessous, nous allons pouvoir écrire notre grand A, les caractères d'une espèce. Et avec ce grand A, nous allons étudier l'activité repérer la diversité des caractères qui permettent de distinguer les individus de notre espèce. Cette activité, en cliquant ici, vous allez l'ouvrir. Et de mon côté, je l'ai déjà préparé pour faire apparaître les réponses avec vous. Ce que je vous propose à chaque fois, bien évidemment, c'est d'essayer dans un premier temps de répondre aux questions tout seul. Et ensuite, de regarder la vidéo et mes réponses pour corriger et vérifier si vous aviez trouvé à peu près comme moi. Donc, cette activité, elle débute par ce que l'on sait. Chaque individu, homme ou femme, appartient à l'espèce humaine, car ils se ressemblent et peuvent se reproduire entre eux. C'est la définition que nous avions vue ensemble en 6e. Donc, on reconnaît facilement deux individus de la même espèce. Cependant, on note tout de même que, malgré les ressemblances d'individus qui appartiennent à la même espèce, ils sont quand même tous, ces individus, différents les uns des autres. Cependant, chaque être humain est unique. Ce que l'on cherche à résoudre, quelles sont les caractéristiques des caractères de l'homme? Donc, on va parler de nos caractères, on va parler des différences entre les caractères des individus, d'un individu par rapport à l'autre, et essayer de voir l'origine de ces différences. C'est parti. Consigne numéro 1. Citez des caractères qui permettent de différencier l'espèce humaine d'une autre espèce animale et des caractères qu'elle possède, mais qui ne sont pas spécifiques. Spécifiques, ça veut dire qu'ils ne sont pas propres, qu'on retrouve chez d'autres espèces. Donc là, je vous propose de mettre pause et de noter dans votre cahier, bien sûr, partie de gauche, partie activité, une liste de caractères que vous pouvez retrouver chez l'homme, mais aussi chez d'autres individus, et une liste de caractères, en revanche, que vous pouvez retrouver que chez l'homme. Pour nous aider, nous avons ici des dessins comparatifs d'un squelette d'homme, d'un squelette de grain-singe, d'un squelette de chameau et d'un squelette de carpe. Ça peut mettre en évidence des points communs et aussi des différences. C'est parti pour la correction. Alors moi, j'ai décidé, dans ma correction, de la faire apparaître sous forme d'un tableau. J'ai trouvé que c'était plus simple, mais bien évidemment, on peut aussi rédiger la réponse à l'écrit en faisant des phrases. Ça, c'est comme on veut. Du moment où la réponse est structurée, qu'elle est claire, qu'elle répond bien au problème, à la consigne, finalement, on a le droit de la représenter un petit peu comme on veut. Alors, j'ai fait une première colonne où j'ai mis les caractères de l'espèce. Je vais grossir un petit peu pour qu'on voit bien. Les caractères de l'espèce humaine, mais que possèdent également le grain-singe, le chameau et la carpe. Donc en regardant un petit peu ici, qu'est-ce que je constate? Ils ont tous une tête. L'homme a une tête, le grain-singe aussi, le dromadaire aussi, la carpe aussi. Ils ont tous deux yeux. Bon, alors on les voit de profil, mais on se doute bien qu'ils ont deux yeux. L'homme, le grain-singe, le chameau et la carpe. Ils ont tous une mâchoire.
On la voit bien, la mâchoire. Et ils ont tous un squelette osseux. On voit bien qu'il s'agit d'os. Et si on avait un doute, parce que parfois les élèves ne savent plus ce que sont les arêtes, eh bien on a une indication avec rayon osseux des nageoires, par exemple. Donc on sait que c'est constitué d'os. Donc ça, par exemple, c'est des caractères que possèdent non seulement les humains, mais aussi d'autres espèces. Et là, finalement, toutes ces espèces-là appartiennent à la famille des vertébrés. Par contre, qu'est-ce que possède l'homme et uniquement l'homme? Eh bien, j'ai noté. Alors, c'est moins facile à trouver, mais si on réfléchit, qu'on fait attention, on pouvait le trouver. Donc, je propose. Tout d'abord, l'homme, c'est lui qui possède, donc quand je dis l'homme, c'est avec un grand H, je parle de l'espèce humaine, je ne parle pas que des hommes-garçons. C'est lui qui possède le plus gros volume crânien par rapport à sa taille. Parce que c'est sûr que si vous prenez une baleine, elle va avoir un volume crânien plus gros que le nôtre. Mais par rapport à sa taille, eh bien son volume crânien sera plus petit que le nôtre. Donc l'homme, c'est celui qui possède le volume crânien, on dit encore volume céphalique, le plus important. L'homme, c'est celui aussi qui possède une bipédie permanente. Alors qu'est-ce que ça veut dire bipédie? Quand on est bipède, ça veut dire que l'on marche sur nos deux pieds. Bi, deux, pède, pied. On est capable de marcher sur nos deux pieds et en permanence. Ça veut dire qu'on est capable de rester dans cette position toute la journée. Ce qui n'est pas le cas pour certaines espèces qui peuvent être bipèdes juste quelques minutes. Alors qu'est-ce qui nous permet d'être bipèdes? Eh bien, il y a plusieurs arrangements dans notre squelette qui ont permis cette position. Notamment, par exemple, nous possédons ce qu'on appelle un trou occipital centré. C'est le petit trou ici à la base du crâne dans lequel vient s'implanter la colonne vertébrale. Eh bien, par exemple, chez le grand singe, ce trou, il est à l'arrière de la tête, ce qui fait que sa tête pend vers l'avant. Eh bien, nous, notre tête, elle est pile au milieu de notre colonne vertébrale grâce à ce petit trou. On a plusieurs courbures de la colonne vertébrale. Notre colonne vertébrale, elle dessine un S. Contrairement, par exemple, ici, on voit chez le grand singe où on a une seule courbure. On a également nos fémurs qui sont obliques. Alors, il faudrait nous voir de face pour s'en rendre compte. Mais par rapport à nos hanches, nos fémurs ne sont pas tout droits. Ils rentrent un petit peu à l'intérieur. Et bien, tout ça, tous ces aménagements de notre squelette vont nous permettre d'être des bipèdes permanents. Et il n'y a que l'espèce humaine qui est capable de cela. Donc là, ce sont des exemples, mais ça nous permet de montrer qu'il y a certains caractères que l'on possède, mais qui ne sont pas propres qu'à nous, que l'on retrouve chez d'autres espèces, et il y a des caractères qui sont vraiment ce qu'on appelle spécifiques, c'est-à-dire qu'on retrouve proprement à l'espèce humaine, que chez nous. Tous ces caractères, finalement, ceux que l'on trouve chez d'autres espèces et ceux qui nous définissent, eh bien, tous ces caractères ensemble permettent de nous caractériser, c'est-à-dire permettent d'apporter l'ensemble de précision sur notre phénotype, c'est-à-dire sur l'ensemble de ce qui est visible et que possède l'homme pour définir son espèce. Voilà pour la consigne numéro 1. J'espère que vous aviez trouvé également quelques caractères qui nous définissaient. On va pouvoir passer ensemble à la consigne numéro 2. Là aussi, je propose de la lire et puis après, vous mettez pause et vous essayez de répondre tout seul à la question. C'est parti. Question numéro 2. Les êtres humains sont de la même espèce. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils possèdent tous les caractères de leur espèce. Pourtant, ils présentent des différences. C'est ce qu'on appelle les variations individuelles ou encore les variations entre individus de la même espèce. Repérez au moins 5 exemples de variations individuelles chez l'être humain à partir de la page 221 du livre. On va donc avoir besoin de notre livre, ce qui veut dire que dès que vous mettez pause, eh bien, vous allez attraper votre livre, ce que je vais faire moi aussi. Hop, en pleine page. C'est parti. Ça y est. J'ai ouvert mon livre, page 221. Je vais donc pouvoir lire les documents. On va zoomer. Premier document, le document 3, s'intitule « 3 adolescents et quelques-uns de leurs caractères individuels ». La myopie est liée au mauvais fonctionnement d'un organe, l'œil. Un individu sensible au PTC, voire document 5, ressent l'amertume du chou. Nous avons une photographie
avec, oh, faut pas trop que je bouge, c'est vrai, avec 3 visages, 3 individus, un garçon, 2 filles, et nous avons un tableau avec des informations sur leur vision et sur leur goût. Quand on les regarde dans un premier temps, on peut s'apercevoir donc qu'ils possèdent des caractères comme des cheveux, une peau, 2 yeux, etc., etc. On pourrait faire une liste longue, hein, 2 oreilles, 2 sourcils, des dents, etc., etc. Nous, dans notre tableau, on ne va pas pouvoir mettre beaucoup d'exemples, on va donc essayer de se contenir à ceux dont parle le livre. Donc apparemment, dans le livre, il y a des informations sur la vision, donc sur les yeux. Dans un premier temps, on s'aperçoit que les yeux de ces individus n'ont pas la même couleur. On a des yeux bleus, on a des yeux... Alors ici, on ne voit pas très bien, on a l'impression qu'ils sont un petit peu verts, et on a des yeux ici noirs, marrons. On s'aperçoit que la forme des yeux est différente aussi. On a des yeux un peu plus étroits que d'autres. On s'aperçoit également que l'écartement des yeux n'est pas le même. On a des yeux un petit peu plus écartés que d'autres. Et on s'aperçoit que la façon de fonctionner de ces yeux n'est également pas la même, puisqu'on a certaines personnes qui sont normales, tandis que d'autres ont une vision myope, c'est-à-dire qu'ils forment l'image trop en avant de leur rétine. La rétine, c'est le fond de l'œil, c'est ce qui va permettre d'envoyer les informations ensuite au cerveau. Et à cause de cela, ils voient flou. Ensuite, si on lit le document suivant, le 4, ce document donne des informations sur une cellule de peau. Ici, en photographie, nous avons ce qu'on appelle un mélanocyte de peau humaine vu au microscope. Bien sûr, on ne peut pas le voir à l'œil nu, vu que c'est une cellule de peau. Un mélanocyte peut contenir une quantité plus ou moins importante d'un pigment noir, la mélanine. Cette quantité détermine la couleur de la peau et varie selon l'origine de la personne ou l'exposition au soleil. En effet, selon l'origine, on peut avoir dans les cellules de peau plus ou moins de pigments. Dans ce cas-là, on va avoir une peau un peu plus foncée, ou on peut avoir très peu de pigments. Dans ce cas-là, on va avoir une peau très claire. Cette pigmentation, elle peut évoluer avec un facteur environnemental qui est le soleil, puisque le soleil envoie des rayonnements ultraviolets, et ces rayonnements ultraviolets sont dangereux pour la peau. Et pour se protéger de ce rayonnement, notre peau va fabriquer plus de pigments, puisque ces pigments sont protecteurs, et du coup, notre peau va foncer. C'est ce qu'on appelle le bronzage. C'est tout simplement parce que dans nos mélanocytes, nos cellules de peau, on aura plus de mélanine pour se protéger. Ça veut dire qu'on n'est pas tous égaux par rapport à la quantité de mélanine qu'on possède dans nos cellules, ce qui va faire varier la couleur de la peau d'un individu à un autre. Document numéro 5, c'est un gros plan sur la langue. Alors, les individus n'ont pas tous la même langue, déjà pas tous la même forme de langue. Certains ont une langue, par exemple, plus allongée que d'autres, n'ont pas tous les mêmes cellules sur la langue. Alors, on a tous des cellules sensorielles sur la langue qui vont nous permettre justement d'avoir le goût. Et certaines personnes, sur les cellules gustatives de leur langue, vont posséder des molécules sur lesquelles vont pouvoir se fixer une substance chimique que contient le chou. Et cette substance est très amère. Donc les personnes qui possèdent sur leurs cellules, donc là ici on voit les cellules de la langue qui sont dessinées, les personnes qui possèdent des petites molécules ici, sensibles à la substance chimique du chou, et bien lorsqu'elles vont manger du chou, elles vont avoir une sensation d'amertume. Tandis que d'autres personnes qui ont également des cellules sensorielles sur leur langue, mais ne vont pas avoir ces petites molécules sur leurs cellules sensorielles. Et ces petites molécules, en étant absentes, lorsque des personnes mangent les choux, elles ne vont pas être sensibles à l'amertume du chou, elles ne vont pas le ressentir. Donc nous ne sommes pas tous égaux par rapport à la sensation de goût du chou. Certaines personnes vont ressentir une amertume et pas d'autres. Maintenant que j'ai lu l'ensemble des documents, je vais pouvoir remplir mon tableau en citant 5 exemples. C'est parti. Donc, mon tableau il est constitué de 2 colonnes. Une colonne dans laquelle je vais noter des caractères que possèdent les humains et l'autre colonne dans laquelle je vais pouvoir noter ce qui varie d'un individu à l'autre. Premier exemple. Chaque individu possède 2 yeux. Tous les humains possèdent 2 yeux.
Cependant, qu'est-ce qui peut varier d'un individu à l'autre? Eh bien, on l'a cité, la couleur des yeux, la forme des yeux, l'écartement des yeux et bien évidemment la vision, puisqu'on a vu un exemple de myopie, tandis que d'autres avaient une vision normale. On aurait pu encore citer d'autres choses, hein, mais c'est pour montrer que même si tous les humains possèdent 2 yeux, eh bien, les individus peuvent quand même être différents puisqu'il peut y avoir des choses qui varient d'un individu à l'autre. Tous les individus possèdent des cheveux. Cependant, même si on a tous des cheveux, eh bien, ils ne sont pas identiques. On peut avoir des couleurs différentes de cheveux, on peut avoir des longueurs différentes de cheveux, des textures différentes, des couleurs différentes, etc. etc. Ah, couleur, je l'avais déjà dit. Donc, tout ça, ça peut varier d'un individu à l'autre, même si tous les humains ont des cheveux. Alors, le nombre varie aussi de cheveux, hein, puisque bien évidemment, certaines personnes en ont très peu, ce qui s'appelle une calvitie. Certaines personnes sont chauves, ont très très peu de cheveux. Alors ça peut avoir différentes origines. Ça peut avoir une origine transmise par nos parents, par exemple, ou alors ça peut être lié à une maladie, ou ça peut être lié aussi à du stress, etc. etc. Tous les humains ont un nez. Le nez peut varier de forme, de taille, de position. Tous les individus ont une peau. Cette peau, elle peut être plus ou moins douce, plus ou moins élastique, plus ou moins souple, et elle peut être plus ou moins foncée. Et ça va dépendre des cellules de la peau, c'est-à-dire de la quantité de mélanine qui est présente dans les cellules de la peau. Les cellules de la peau, c'est ce qu'on appelle du coup les mélanocytes, parce qu'ils contiennent de la mélanine. C'est pas à savoir, hein, mais c'est quand même important ici de le noter puisque c'est l'exemple qui est cité dans le livre. Et enfin, tous les humains possèdent une langue. La taille, la forme de cette langue peut varier, mais aussi la présence de capteurs sensibles au PTC, c'est-à-dire la substance amère du chou. Et ces petits capteurs, ils sont présents sur les cellules sensorielles de la langue. Et ça peut varier d'une personne à une autre. Certains possèdent ces petits capteurs, d'autres ne les ont pas. Donc certains vont être sensibles à l'amertume du chou, d'autres non. Eh bien, vous voyez, pour tous ces caractères que possèdent tous les humains, eh bien, il y a de nombreuses variations possibles. Donc, si je dois conclure, en dessous de mon tableau, eh bien, j'ai noté que la variabilité au sein d'une espèce existe à l'échelle des individus. On le voit bien en regardant 2 personnes qu'elles sont différentes. Ça existe aussi à l'échelle de leurs organes, puisque des différences peuvent être liées à des différences d'organes en entier, par exemple le nez, qui peut être complètement différent, mais c'est une variabilité qui vient aussi à l'origine de leurs cellules, puisqu'on n'a pas forcément, par exemple, les mêmes mélanocytes, et ça peut venir plus particulièrement du niveau moléculaire, puisque certaines personnes vont présenter, par exemple, sur leurs cellules, des molécules, des capteurs sensibles au PTC que d'autres ne vont pas avoir. Donc, au sein d'une espèce, il existe un grand nombre de variabilités à différentes échelles. Mais cela fait que tous les individus sont uniques. J'espère que vous avez bien compris cette partie. On va pouvoir passer à la question 3. Donc à nouveau, on lit la question et puis on va essayer d'y répondre tout seul. Question 3. Hypothèse. Les variations individuelles sont transmises de façon héréditaire. Cette hypothèse, qu'est-ce qu'elle implique? C'est-à-dire quelle est sa conséquence vérifiable? Eh bien, si cette hypothèse est vraie, cela implique qu'une variation se transmet au cours d'une descendance. C'est-à-dire qu'elle va se transmettre de génération en génération. Pour vérifier cette hypothèse, nous allons étudier le caractère nombre de doigts. Ce caractère varie au sein de notre espèce, car certains individus ont 5 doigts, tandis que d'autres en ont parfois un 6e. C'est ce qu'on appelle la polydactylie. On dit que ces personnes sont polydactyles. Alors sur mon site internet, on va pouvoir voir un exemple de polydactylie. Ici, par exemple, on voit Fabinho. Fabinho, c'est un joueur de foot et sur chaque main, il possède un 6e doigt.
Parfois, cette polydactylie se retrouve au niveau des doigts de pied également. Et parfois, ça peut être encore un nombre surnuméraire, c'est-à-dire qu'on peut même avoir 7 doigts ou 7 orteils, etc. Du moment où on a un doigt de plus ou un orteil de plus, c'est ce qu'on appelle de la polydactylie. Ici, on a un arbre généalogique. À partir de ce texte, on va griser les ronds ou les carrés de l'arbre généalogique des personnes polydactyles. Qu'est-ce qu'un arbre généalogique? Un arbre généalogique, il retrace en fait l'ascendance et la descendance d'une personne, c'est-à-dire qu'il va pouvoir représenter les liens de parenté entre les individus. Lorsque deux personnes sont un couple et ont des enfants, on les rejoint par une barre comme ça et on met leur descendance en dessous. Les carrés représentent les hommes, les ronds représentent les femmes. Ça, c'est universel. C'est-à-dire, quel que soit l'arbre généalogique que vous trouvez, ça sera toujours la même légende. Donc ici, par exemple, vous voyez qu'il y a un homme et une femme qui se sont mis ensemble et qui ont eu 1, 2, 3 enfants, 2 filles, un garçon. Ici, ce garçon s'est mis en couple avec cette femme et ils ont eu 2 enfants, un garçon, une fille, et ainsi de suite. Donc on va lire le texte et on va griser les personnes qui sont polydactyles dans cette famille. Donc bien évidemment, je vous laisse griser tout seul. Je lis. Fabinho, un footballeur brésilien, présente une polydactylie. Cette particularité est assez rare, elle touche un nouveau-né sur 2000. Ce caractère est étudié dans une famille. Donc ici, on a l'arbre généalogique de Jules. Jules présente une polydactylie. Jules, si vous ne l'avez pas repéré, il est ici. Il possède un 6e doigt à chaque main, tout comme sa sœur Malika. Ils ont hérité cette particularité de leur père. Leur oncle avait également une polydactylie, comme la fille de Malika et le fils de Jules. Donc, je considère que vous avez une pause, que vous avez grisé vos ronds, et je vous montre la correction. Voilà ce qu'on observe au niveau de notre arbre généalogique. Du coup, qu'est-ce qu'on constate? On constate que tout au long ici de l'arbre généalogique, eh bien, il y a des personnes qui possèdent ce caractère, cette variation de caractère du nombre de doigts qui sont polydactyles. À votre avis, qu'est-ce que ça signifie? Si de génération en génération, on s'aperçoit que cette variabilité a été transmise aux descendants, eh bien, ça signifie que le caractère polydactyle est un caractère héréditaire. Le caractère polydactyle se transmet de génération en génération. Il s'agit donc d'un caractère héréditaire. C'est ma conclusion. Alors parfois, il faut se méfier parce qu'un caractère peut être héréditaire et peut sauter des générations. C'est-à-dire que pendant une génération, il ne s'exprime pas et puis on le retrouve chez les petits-enfants. Donc par exemple, les grands-parents peuvent posséder un caractère, par exemple les cheveux roux, les parents non, et puis ça peut réapparaître chez les petits-enfants. C'est parfaitement normal, nous expliquerons mieux d'ailleurs en 3e, comment c'est possible. Nous venons de terminer la question 3. J'espère que ce n'était pas trop dur. Donc on vient de montrer que des personnes, tous les humains, possédaient un ensemble de caractères, et que pour ces caractères-là, qui définissent ce qu'on appelle leur phénotype, ils étaient tous différents. Donc tout le monde possède un phénotype différent, c'est-à-dire un ensemble de caractères. Parce que pour chaque caractère, il existe un grand nombre de variabilités, de couleurs, de formes, etc. On a essayé de trouver l'origine de cette variabilité. Et on s'aperçoit, par exemple, en ayant établi l'arbre généalogique de Jules, que cette variabilité était transmise de génération en génération. Donc apparemment, il y a une origine héréditaire à la variabilité d'un caractère. Je passe à la question 4. Étudiez les documents page 224 et précisez si toutes les variations au sein d'une espèce sont héréditaires. Donc, à nouveau, il va me falloir mon livre et je vous laisse étudier les documents et répondre à la question. Donc, vous êtes censé mettre pause. Et je me dirige vers mon livre.
Ça y est, je suis à la page 224. Premier document. Alors, on va étudier de nouvelles espèces et pour une fois, ce n'est pas l'espèce humaine et ce n'est pas non plus une espèce animale. On va parler ici d'une espèce végétale, l'hortensia. Peut-être que vous en avez à la maison, c'est des très belles fleurs. Et ici, le document 1, il compare deux hortensias. Et il s'intitule « La couleur des hortensias ». On a étudié la couleur des fleurs d'un plant d'hortensia. Ce plant, le même plant, attention, il a d'abord été planté dans un lieu A, on le voit en photo à gauche, puis déterré et replanté dans un lieu B. La couleur des fleurs est présentée ci-dessus. Elle dépend de la production de molécules, de pigments, qui sont dans les cellules des pétales. On s'aperçoit ici que les hortensias sont roses et ici que les hortensias sont bleu-violet. Comment ça se fait? Eh bien, il va falloir regarder des paramètres d'un peu plus près. Ici, qu'est-ce qu'on constate? Que le pH du sol, c'est-à-dire l'acidité du sol, ici est de 7. 7, c'est ce qu'on appelle un pH neutre. On s'aperçoit que dans le sol, il y a de nombreux sels minéraux, et comme sel minéral, ici on étudie l'aluminium, eh bien il n'y a pas beaucoup d'aluminium. La température du sol est à 25 degrés. Maintenant, dans le lieu B, on constate que le pH du sol est de 4. Lorsqu'un pH est inférieur à 7, on dit que le pH est acide. Donc ici, on est dans un sol acide et ce sol contient beaucoup d'un sel minéral, l'aluminium. La température est aussi de 25 degrés. Qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que cette fois-ci, la couleur des fleurs, la couleur d'une espèce est liée, a été transmise de façon héréditaire? Bien non, puisque c'est le même plant de fleurs. Il a juste été planté dans un nouvel endroit. Ça veut dire que la couleur ici, le caractère couleur de ces fleurs ne dépend pas de l'hérédité, mais va dépendre d'un facteur environnemental et ici de la nature du sol. Si le sol est acide et s'il contient beaucoup d'aluminium, eh bien on aura des hortensias bleues, tandis que s'il est plutôt neutre et qu'il en contient peu d'aluminium, on aura des hortensias roses. Donc on voit cette fois-ci que la variabilité d'un caractère ne dépend pas de l'hérédité, mais dépend plutôt de l'environnement. Deuxième exemple. Deux hêtres en photographie. Ce qu'on appelle le hêtre en drapeau à gauche et le hêtre en boule à droite. Le hêtre en drapeau est exposé à des vents forts qui soufflent le plus souvent dans la direction indiquée comme sur la photo. Ça veut dire qu'on a un vent qui vient de la gauche et qui souffle vers la droite. Ce qui explique en fait la forme un peu déportée sur la droite de l'arbre. Lorsque l'on plante les graines de ce hêtre dans un champ non exposé au vent, ça veut dire que c'est les graines du même hêtre, donc c'est l'individu qui a les mêmes parents, la même ascendance. Et bien cette fois-ci, on obtient un hêtre en boule. Donc on le voit là sur la photographie de droite. Il n'y a pas du tout cette forme déportée. Qu'est-ce que ça signifie? Ça va signifier cette fois-ci, étant donné que le hêtre a la même origine, que la forme du hêtre n'est pas due à son hérédité, à ce qu'on puisse transmettre les parents, mais apparemment cette fois-ci c'est aussi lié à un facteur de l'environnement. Alors ce n'est plus lié à la nature du sol, mais en revanche ça va être lié à la présence ou non de vents forts. Si je reviens à mon activité, étudier les documents page 224, préciser si les variations au sein d'une espèce sont héréditaires ou non. Qu'est-ce que j'écris? J'observe que la couleur des hortensias d'un même plant n'est pas la même si on plante le végétal dans un sol acide et riche en aluminium, hortensia bleue, que si on plante dans un sol neutre et pauvre en aluminium, hortensia rose. J'en déduis que, donc j'ai commencé par une observation, et je finis par mon interprétation. J'en déduis que le caractère couleur n'est pas un caractère transmis par les descendants. Ce n'est pas un caractère héréditaire. C'est un caractère qui varie avec les facteurs du milieu, les facteurs de l'environnement. Pour les hêtres, j'observe que, je commence par ce que je vois, la forme des deux hêtres qui proviennent des mêmes parents, puisqu'ils ont la même origine de graines, n'est pas la même selon si le hêtre grandit sous une exposition forte au vent, on a une forme penchée, ou s'il grandit protégé du vent, on a une forme droite, une forme en boule. J'en déduis que le caractère forme n'est pas un caractère transmis par les descendants.
mais un caractère qui varie avec des facteurs du milieu. Et pas un caractère transmis au descendant. Ma phrase, hop, je la corrige rapidement. On vient donc de terminer la question numéro 4. On avait vu précédemment, avec l'exemple de la polydactylie, que des caractères pouvaient être transmis de génération en génération. Ici, avec l'exemple de l'hortensia du hêtre, on vient de voir que des variabilités dans un caractère, comme la forme d'un individu ou la couleur d'un individu, pouvaient être liées parfois à des facteurs environnementaux, à des facteurs du milieu. Je passe à la dernière question. Bien évidemment, cette dernière question va nous permettre de dire si notre hypothèse qu'on a lue il y a quelques instants était juste ou pas, et va nous permettre de conclure. C'est parti. Question 5. Valider ou non l'hypothèse. Donc l'hypothèse, c'était celle qui était écrite ici, mais elle a à nouveau noté là. Les variations individuelles sont transmises de façon héréditaire et conclure. Alors, est-ce que cette hypothèse est fausse? Non, puisqu'on l'a vérifié dans le cas de la polydactylie. Est-ce qu'elle est juste? Non plus, puisqu'on a dit que ce n'était pas le cas, par exemple, pour l'hortensia et pour le hêtre. Donc, ma phrase de conclusion est la suivante. L'hypothèse des variations individuelles sont transmises de façon héréditaire est incomplète. Certaines fois, cela est vrai, l'exemple de la polydactylie, et d'autres fois, les variations individuelles sont dues à des facteurs de l'environnement, comme le vent, l'acidité du sol, etc., etc. Eh bien, je viens de terminer mon activité. J'ai montré que les individus possédaient un ensemble de caractères. Tous les humains possèdent les mêmes caractères, mais pour chaque caractère, ils possèdent ce qu'on appelle des variations de forme, de couleur, etc., etc. Ces variations sont à l'échelle des organes entiers, à l'échelle même des cellules et même à l'échelle des molécules. Ces variations, elles sont transmises soit par les parents, donc on les retrouve de génération en génération, c'est ce qu'on appelle des variations héréditaires, comme le cas de la polydactylie, soit ces variations sont dues à l'environnement, comme par exemple la couleur des hortensias ou encore la forme du hêtre. Si j'ai compris cette activité, notamment la compétence 1, comprendre un langage scientifique, je lis les indicateurs de réussite, je donne du sens au vocabulaire scientifique, caractère, variation, héréditaire, espèce. Si j'ai compris tous ces mots et que je parviens à les définir, si également je comprends ce qu'est un arbre généalogique, c'est-à-dire qu'il fait apparaître les liens de parenté entre les individus d'une même famille, si je sais extraire les informations des légendes en leur donnant une signification, eh bien là, j'ai acquis la compétence C1. Ça veut dire que je vais pouvoir cocher mon petit bonhomme tout vert. En revanche, si j'ai compris aucun de ces termes, je vais cocher mon petit bonhomme rouge, mais là, ce que je vous conseille, c'est à nouveau de refaire l'activité, de réécouter ce tuto s'il y en a besoin. Si vous êtes mitigé, bien vous cochez au milieu et vous allez essayer de vous améliorer un petit peu également. On va pouvoir passer à la leçon. Pour ça, je retourne sur le magnifique site de Madame Dussert. La leçon, la voici. Donc, on est sous notre grand A, les caractères d'une espèce. C'était notre activité qu'on a collée à gauche. Et ici, la leçon. Je vous propose de mettre pause et je vais la lire, moi, assez rapidement. Et vous mettez pause pour avoir le temps de la recopier à droite. Chaque individu présente les caractères de son espèce. Mais il est également unique et il possède son propre phénotype. Je rappelle, c'est quoi le phénotype? Le phénotype regroupe l'ensemble de ses caractères et de ses variations. Donc, personne ne possède le même phénotype. Même les vrais jumeaux, d'ailleurs, ne possèdent pas le même phénotype selon leur mode de vie. Imaginez un jumeau qui se fait bronzer toute la journée et qui fait beaucoup de sport et sa sœur ou si c'est deux filles, sa sœur jumelle qui ne se fait pas bronzer, ne fait pas de sport. Et bien finalement, ils ne vont pas posséder les mêmes variations individuelles. Un va avoir la peau plus foncée que l'autre et va posséder plus de masse musculaire et pas l'autre. Donc, aucun individu possède le même phénotype, ne possède les mêmes
caractères avec les mêmes variations. Certains caractères sont transmis par les parents à leurs descendants, c'est ce qu'on appelle les caractères héréditaires. Et parfois, certains facteurs de l'environnement peuvent modifier les phénotypes. Ça augmente aussi la diversité au sein de la population. Ça augmente le fait qu'on soit tous différents. Exemple, selon le mode de vie, les personnes peuvent être plus ou moins bronzées, plus ou moins musclées, plus ou moins souples, comme des danseurs professionnels par exemple. Ces variations ne sont pas héréditaires et ne peuvent donc pas se transmettre. Ça signifie que même si vous faites du sport toute votre vie et tous les jours et que vous êtes très musclé, eh bien vous n'allez pas faire un bébé tout musclé. Ce n'est pas héréditaire. Vous n'allez pas pouvoir transmettre à vos enfants, à vos descendants, des caractères, des variabilités que vous avez acquises grâce à votre mode de vie. Ce n'est pas possible. Alors ça peut peut-être vous paraître évident, mais ça n'a pas toujours été. Il faut savoir qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques dizaines d'années, des scientifiques avaient exercé une expérience sur des souris. Notamment, ils avaient pris des souris donc, au sein d'une expérience. Ils leur avaient sectionné la queue à un certain endroit et ensuite ils les avaient laissées se reproduire entre elles et à chaque génération, à nouveau, ils reprenaient les souriceaux et ils leur sectionnaient la queue. Et ils ont reproduit ça sur plusieurs générations. Alors c'est pratique parce que les souris se reproduisent vite. Donc finalement, en quelques mois, on a pu faire ça sur des dizaines de générations. Les scientifiques pensaient qu'au bout de plusieurs générations, petit à petit, la queue des souris allait devenir de plus en plus petite. Et bien évidemment, ça n'a pas été le cas. La queue des souris n'a pas rétréci, à chaque fois elle faisait exactement la même taille. Pourquoi? Parce que le fait de sectionner la queue des souris, c'est une influence, une variabilité qu'on crée sur la longueur de la queue des souris, mais qui est liée à un facteur externe, c'est-à-dire l'action de l'homme qui est de couper la queue. Et du coup, ce n'est pas quelque chose qui est, on va dire, contenu comme information à l'intérieur des cellules des souris. Et donc, on a beau faire ça pendant des générations et des générations, il ne va pas apparaître une souris avec des queues plus courtes. Ça ne fonctionne pas. Donc, une variabilité de caractère qui est acquis à cause d'un mode de vie ne va pas pouvoir se transmettre à ses descendants. J'espère que cette activité n'a pas été trop compliquée. Sinon, n'hésitez pas à la regarder à nouveau. Moi, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Au revoir.